En direct de Paris. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, on parle de la protection des Français à l'étranger, en cas de guerre, de catastrophe naturelle ou d'événements majeurs touchant nos compatriotes hors de France. Et le centre de crise et de soutien qui intervient. Son directeur est notre invité. Bonjour Philippe Lalliot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Lalliot, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer concrètement comment fonctionne le centre de crise et de soutien et quelle est véritablement sa mission au sein du ministère des Affaires étrangères ? Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir ici au centre de crise, au cœur du Quai d'Orsay. Alors le centre de crise, c'est certainement le dernier né ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisqu'il a été créé en 2008, donc il a une quinzaine d'années. Il est créé par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Bernard Kouchner. Et je dis ça parce qu'il a beaucoup inspiré, ce ministre, l'organisation et les missions confiées au centre de crise et de soutien. Et en fait, c'est une double mission. Il y a une mission de protection, en effet, des Français à l'étranger, qui est une mission classique de centre de gestion de crise qu'on retrouve chez beaucoup de nos partenaires européens, canadiens et d'autres. D'une part, et puis d'autre part, il a une mission, et ça c'est plus original, il cumule une deuxième mission qui est une mission de coordination de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'il a pour mission d'organiser les actions humanitaires françaises par quelques canaux qu'elles passent, soit donc le canal très classique des Nations Unies, soit celui des organisations des ONG. Des organisations non gouvernementales. Et la conjonction de ces deux missions est quelque chose qui forme une espèce de modèle français qu'on ne retrouve pas ailleurs. Dans d'autres pays, vous avez d'une part, en effet, un centre de gestion de crise, et puis d'autre part, une direction chargée des affaires humanitaires. Ici, en France, les deux sont rassemblés. Alors, on peut se demander pourquoi. Je pense, en effet, qu'il y a le Kouchner, qui est à la fois le ministre et l'ancien humanitaire. Mais c'est plus profond que ça. C'est l'idée qu'une crise, elle se gère par ses différentes facettes. Et on observe dans les années récentes que toutes les crises sécuritaires et consulaires sont aussi des crises humanitaires. Et donc, il est intéressant de pouvoir traiter les deux en cohérence. Et il y a une autre raison qui est l'intérêt qu'il y a à traiter une crise depuis presque l'amont de la crise, avec toutes les actions de formation de nos équipes notamment, jusqu'à l'aval de la crise, c'est-à-dire dans l'année ou les 18 mois qui suivent la fin d'une crise, et de pouvoir organiser toute la chaîne des actions que la France veut organiser. Justement, pardon, directeur, mais qui peut déclencher ces interventions ? Alors, on a un suivi en continu de ce qui se passe dans le monde, via le réseau des ambassades et des consulats. Et là, on a la chance, en France, d'avoir le troisième plus grand réseau diplomatique et consulaire au monde. Et sans eux, sans nos équipes qui sont projetées, qui sont résidentes dans les pays, on ferait rien. Donc, on a ce suivi en continu de ce qui se passe, avec différents outils sur lesquels on pourra revenir, et qui nous donne, en fait, la température sécuritaire dans la plupart des pays du monde, sinon tous les pays du monde. Donc il y a des points chauds qu'on surveille de manière régulière, et puis il y a des crises qui surgissent sans qu'on puisse véritablement les anticiper, parce que les crises, elles sont de nature différente. Vous avez des crises de nature sécuritaire, y compris le déclenchement d'un conflit ou d'une guerre, mais ça peut être des troubles, des manifestations à l'ordre public plus ou moins graves. Et puis vous avez des crises de nature complètement différente, des crises liées à un accident industriel dans un grand port, on pense à Beyrouth, mais il y a eu aussi des accidents, par exemple dans le port de Dakar il y a des années. On pense à des risques liés au développement des épidémies, des risques pandémiques. On a encore en tête le Covid, mais il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui, notamment avec Ebola, avec d'autres virus qui sévissent, notamment sur le continent africain. Ça peut être des crises liées à des catastrophes naturelles, aggravées par le changement climatique, mais on peut penser aux inondations, aux typhons, il y en a encore régulièrement, y compris dans les pays auxquels on ne pensait pas spontanément en crise, notamment des pays européens. Et puis il y a des crises qui sont très difficiles à anticiper, par exemple celles liées au risque sismique, quand vous avez un tremblement de terre. Votre délai de réaction doit être très, très rapide parce que le délai de prévenance, il est très court. Et donc c'est toutes ces crises-là qu'on essaie de suivre, d'anticiper, qu'on essaie de comprendre
et qu'on essaie ensuite de gérer, parce que très souvent, nos communautés, parce que là aussi on a la chance d'avoir de très nombreuses communautés expatriées, on n'en connaît pas le nombre exact, non, on va dire entre 2,5 millions et 3 millions, quelque chose comme ça. Beaucoup de gens qui voyagent. Parce qu'on suit bien sûr les communautés qui sont installées dans les pays, mais on suit aussi tous les touristes français qui voyagent à travers le monde. Et donc c'est l'ensemble de ça qui nous revient et qu'on essaie d'organiser au mieux. C'est difficile de parler d'une actualité, mais par rapport à ce qui se passe à Madagascar, qu'est-ce qui pourrait finalement déclencher une action du centre de crise, ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, alors on se parle, il n'y ait pas forcément une intervention encore très précise auprès de notre communauté là-bas? On peut parler Madagascar, mais on peut presque, à partir de Madagascar, généraliser pour voir un peu comment s'organise le centre de crise. Avant de vous répondre, je vais juste préciser une chose. Le centre de crise, c'est 110 personnes aujourd'hui. À sa date de création en 2008, il y avait une vingtaine de personnes. Donc, vous voyez la progression exponentielle des effectifs du centre. Je dis souvent c'est une mauvaise nouvelle, parce que si le centre de crise prospère, c'est parce qu'il y a plus de crises. S'il y avait moins de crises, on aurait un plus petit centre, on en serait très heureux. On rêve d'un monde sans centre de crise, en fait. Et de la même manière, les crédits qui nous sont confiés ont augmenté là aussi de manière exponentielle. On est à une vingtaine de millions d'euros essentiellement consacrés à l'action humanitaire en 2008. On est aujourd'hui aux alentours de 220 millions d'euros. Alors maintenant, on part de l'exemple de Madagascar et puis on essaie d'en tirer des enseignements généraux. Ce qu'on essaie de faire, quelle que soit la nature de la crise, c'est d'avoir ce qu'on appelle des triggers, en parlant un très mauvais français. Donc, quels sont les déclencheurs d'une opération de gestion de crise. Elles peuvent être de nature très différente, mais de manière générale, le principe, c'est dès lors que nos communautés sont en danger. Et on va prendre des exemples précis. Quand on est dans un cas de crise sécuritaire, avec un conflit qui se déclenche, voire une guerre, l'un des déclencheurs qu'on observe avec beaucoup d'attention, c'est est-ce que nos communautés ont la possibilité de quitter le pays ? Typiquement, on va s'interroger sur est-ce que l'aéroport est accessible, est-ce qu'il est encore ouvert, est-ce qu'il est sûr, est-ce que les compagnies aériennes desservent est-ce que ce sont des dessertes directes, indirectes, nombreuses, en nombre suffisant compte tenu de la taille de la communauté. Et donc tout ça fait que si la réponse à ces questions est oui, il y a encore des compagnies qui circulent, oui, l'aéroport est ouvert, oui, on peut y aller sans trop de... il n'y a pas de raison de déclencher une opération. On s'y prépare, bien évidemment. On a des planifications pour chaque pays, avec des plans de sécurité, et puis un travail très étroit aussi avec les armées, parce que quand on déclenche une opération, de deux choses une, soit vous la déclenchez avec des moyens civils, soit vous la déclenchez avec des moyens militaires. Souvent, vous mélangez les deux, avec d'autres questions. Est-ce que ce sont des moyens aériens, des moyens terrestres, ou est-ce que vous mélangez là aussi les deux? Mais donc, il y a un travail très, très étroit entre les équipes du centre de crise et de soutien ici au ministère des Affaires étrangères et puis les équipes de la défense des armées. En amont d'une opération d'évacuation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout, et c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui pour ce qui concerne Madagascar, un travail très étroit avec nos équipes sur place, de l'ambassade et du consulat, pour essayer de comprendre la dynamique de ce qui se passe. Et donc de pouvoir anticiper les phases qui suivent. Et donc on a des points réguliers, 2 fois par jour. On a des réunions en visioconférence avec nos équipes très régulières. Leur rythme varie en fonction du développement de la crise. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. Quel est le niveau de trouble à l'ordre public. Parce que c'est une chose d'avoir une manifestation pacifique. C'est une chose que la manifestation fasse 10 000 personnes. C'en est une autre si elle fait plusieurs centaines de milliers de personnes. Et c'est bien évidemment un scénario complètement différent quand la manifestation ne devient plus pacifique, mais devient violente, avec les conséquences que ça peut avoir sur la sécurité des biens et des personnes. Et c'en est encore une autre quand ces manifestations trouvent comme exutoire une emprise française, un symbole français, ou pire, des ressortissants français. Et donc c'est cette gradation-là
qu'on cherche à mesurer, à évaluer, à analyser et à positionner en regard les moyens qu'il faut. Et donc, on fait monter le niveau de sécurité de nos emprises, on fait monter le niveau de sécurité de nos agents, on réduit éventuellement la voilure de façon à réduire l'exposition de nos agents, on ouvre, on ferme les écoles, on les met en distanciel ou pas, de la même manière pour nos alliances. L'ensemble du dispositif français est voilé, configuré en fonction de l'analyse qu'on fait du niveau de risque à un moment donné et du niveau de risque qu'on anticipe ensuite. La décision finale de déclencher une opération d'évacuation, elle est celle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui la propose au président de la République. D'accord. Parce que vous engagez, c'est ce que je vous disais à l'instant, des moyens qui sont non seulement des moyens humains dépendant directement de la compétence ici aux affaires étrangères, mais également des moyens interministériels. Je vous citais les armées, mais ça peut être aussi certains moyens du ministère de l'Intérieur. Je vous parlais là beaucoup de crise sécuritaire parce que vous me parliez de Madagascar. On peut aussi dire un mot des crises liées par exemple aux catastrophes naturelles qui ont bien sûr une dynamique différente et où les ressorts et les déclencheurs sont différents, mais qui empruntent en fait au même travail interministériel et aux mêmes moyens interministériels. Je vous donne un exemple. Quand on a des grandes inondations à Derna en Libye à l'automne 2023 ou des séismes en Turquie et en Syrie, on déploie des moyens qui sont des moyens de sécurité civile et donc à la main du ministère de l'Intérieur. Des équipes de pompiers, de chiens, pour aller dans les ruines, dans ce qui reste quand on est dans un cas de glissement de terrain lié à des inondations ou de séisme. Donc le rôle du CDCS, quand on essaie du centre de crise et de soutien, pour le réduire à ce qui est vraiment son cœur et l'essentiel, c'est un rôle essentiel d'ensemblier ou de coordination, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a autour de la table, au moment où la décision est prise, l'ensemble de l'analyse et de l'expertise, l'ensemble des moyens qui peuvent être déployés et l'ensemble des instances qui décident de l'emploi de ces moyens. Et c'est quand on réunit tout ça qu'on formule une proposition au ministre et au président de la République qui permet d'organiser l'aide française. Et est-ce que justement dans ce cadre-là, des Français qui se trouvent à l'étranger, ils peuvent vous contacter directement ou ils doivent absolument passer par d'autres intermédiaires qui sont les ambassades, consulats ou le système des îlotiers, qu'on peut le connaître dans certains pays? Alors ça dépend. Ça dépend des circonstances locales et ça dépend souvent de l'évolution de la crise. Souvent, ce qu'on constate, c'est que dans un premier temps, la première ligne de contact et la première ligne de défense, c'est nos ambassades et nos consulats. Et c'est très souvent là qu'un numéro spécial est mis en place, que les premiers messages à destination de la communauté passent. Si la crise prend de l'ampleur, très souvent nos équipes locales ne sont plus suffisantes pour répondre correctement. Et là, très souvent, ce qu'on fait en deux temps, c'est que dans un premier temps, on partage les choses. Donc, on met en place 2 numéros d'appel. Par exemple, un numéro local pour les communautés installées localement, et puis un numéro ici national pour traiter les appels qui viennent des familles, des proches qui sont inquiets, etc. On peut monter à des milliers d'appels, et très très rapidement. Donc si vous ne voulez pas engorger votre réponse téléphonique, il faut pouvoir partager ça. Et puis, donc jusqu'au maximum de la crise, vous fonctionnez comme ça. Souvent, vous êtes obligé de recourir à des moyens qui sont extérieurs au centre de crise. Donc on va tirer sur des viviers qui sont constitués au sein même du ministère, d'autres agents dans d'autres directions qui font autre chose, mais qui vont venir nous prêter main forte, parce que les réponses téléphoniques fonctionnent sur des shifts de 8 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis on a aussi la possibilité, avec une convention qu'on a signée avec la Croix-Rouge française, qui est un grand partenaire du centre, qui met à notre disposition des volontaires. Il faut savoir que, alors ça dépend de la durée de la crise, de son intensité, mais on peut parfois avoir besoin de plusieurs centaines d'agents pour armer ces réponses téléphoniques. Et puis quand la crise décroît, parce qu'il y en a certaines qui décroissent, ça arrive aussi, heureusement, eh bien on réduit progressivement la voilure. D'accord. Et à ce jour, et si on se met dans une perspective plus lointaine, mais quelles sont les évolutions envisagées pour le centre? Est-ce qu'il y a d'autres menaces comme la cybercriminalité sur lesquelles aussi vous travaillez? Est-ce qu'il y a aussi une coordination à améliorer parfois quand on a des ressortissants qui arrivent en France depuis leur pays de résidence?
On a des témoignages de personnes se trouvant un peu dans l'isolement en fait, par rapport à ce retour. Voilà, quels sont les axes de... C'est les grands enjeux. Vous avez dit, je vais vous recruter, je pense. C'est les grands enjeux qui sont devant nous, en fait. Premier enjeu, c'est la diversification des risques auxquels on est exposé. Et on s'est aperçu qu'en fait, plutôt que d'essayer de réinventer une compétence en notre sein, qui est très longue à acquérir, il fallait la chercher auprès de ceux qui la détiennent déjà. Je vais vous donner plusieurs exemples. On parlait de risque sismique. On travaille de plus en plus avec une association qui regroupe des spécialistes de ça, des experts de ça, ainsi qu'avec le BRGM, qui est un lieu d'expertise à réputation internationale. Et on s'est associé à eux pour deux choses essentiellement. La première chose, c'est former nos personnels à ça. Et par exemple, dans une semaine, une dizaine de jours, on va monter un exercice de simulation de crise sismique dans les Balkans avec 7 de nos ambassades. Et ça se fait avec l'aide du BRGM pour constituer le scénario de crise, pour dérouler le scénario de crise, pour faire le retex, donc le bilan de ce qui aurait été fait, qu'est-ce qui va pas, comment on peut ajuster nos procédures, nos formations, nos équipes. Donc premier objectif, la formation. Deuxième objectif, c'est l'expertise. Notamment, on a eu une équipe du BRGM qui a été déployée il y a quelques mois maintenant en Turquie. Parce qu'on avait encore le souvenir du dernier séisme en Turquie et en Syrie, pour qu'il aille expertiser notamment nos bâtiments, nos emprises, pour voir s'ils étaient bien aux normes et que nos personnels étaient en sécurité. Ça, c'est pour le risque sismique. Pour le risque nucléaire, on travaille de plus en plus avec l'ARSN, donc l'agence qui est responsable de la sûreté nucléaire ici en France. Là aussi, une expertise top. Il doit y en avoir 3 comme ça dans le monde. Et on travaille beaucoup sur dans quelle mesure nos dispositifs, nos communautés à l'étranger sont exposés à un risque nucléaire. On pense bien sûr tout de suite à l'Ukraine, non seulement Zaporizhzhia, d'ailleurs, tout le monde a en tête cette centrale, mais d'autres centrales de conception soviétique qui sont aussi sur le territoire ukrainien, le plus au nord, mais qui doivent être surveillées, suivies avec beaucoup d'attention et de vigilance. On a eu aussi des interrogations au moment des frappes israéliennes sur l'Iran, sur Boucher, sur d'autres réacteurs, et donc on regarde ça aussi. J'ajoute que on le regarde pour les impacts, conséquences sanitaires que ça pourrait avoir sur nos communautés. Et on a la chance au centre de crise et de soutien d'avoir 4 médecins urgentistes et tout un pôle de santé qui suit ça. On pourrait parler on observe qu'il y a un risque de plus en plus lié au développement des grands feux. On en a beaucoup entendu parler avec la Grèce, avec l'Espagne, mais aussi en Amérique latine. Bolivie, Chili, Colombie, Canada, se développent des feux qui sont dans des ampleurs qu'on n'avait jamais connues aujourd'hui, qui demandent des moyens extrêmement importants, nombreux. Et donc il y a toute une spécialité là, que bien évidemment au centre de crise, on est 110, c'est beaucoup, mais on peut pas avoir toute l'expertise du monde, on n'a surtout pas cette prétention, c'est une grande leçon d'humilité, le centre de crise aussi. Et donc on est allé chercher des unités spécialisées du CNRS, dont c'est le métier. Et alors non seulement c'est passionnant, parce que vous travaillez avec des gens qui ont une expertise tellement pointue, mais qui nous apprennent beaucoup de choses en fait, et dont on tire beaucoup d'enseignements ensuite pour nos propres équipes. Je pourrais vous parler du risque épidémique avec l'Institut Pasteur, etc., etc. Donc il y a premier bloc d'enjeux pour nous, c'est ne nous endormons pas. Il y a non seulement une multiplication des crises, une aggravation des crises, mais il y a aussi une multiplication des risques et une aggravation des risques pris individuellement, mais liés à leur superposition aussi. Donc ça, c'est un des grands enjeux qui sont devant nous. Il y a un enjeu qui en dérive, qui est est-ce qu'on est aujourd'hui équipé comme il faut ? Pardon, je reviens d'un mot. Le risque informationnel qui est très très important. Il y a un risque cyber, il y a un risque aussi lié à l'utilisation aujourd'hui qui est faite des réseaux. Je veux pas créer un scénario qui n'existe pas encore et dont tout le monde redoute qu'il puisse exister un jour. Mais il est évident que tout notre dispositif
d'anticipation, de gestion, de traitement des crises serait fragilisé s'il venait être attaqué, donc cyber classique, ou engorgé par des pratiques de spamming, et on l'a vu dans certains cas. Donc c'est pour nous un enjeu extrêmement important. On a la chance d'avoir au sein de l'appareil de l'État des gens qui savent gérer ces risques cyber. Et au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le développement d'une nouvelle compétence au sein de la direction de la communication et de la presse qui traite notamment de tous les enjeux de désinformation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est devant nous. Enjeu pour nous, est-ce qu'on est voilé et équipé comme il faut ? Alors, il y a plein de questions derrière tout ça. Une question de nombre. Est-ce qu'on est assez nombreux ? Une question de compétences. On vient en partie d'en parler. Est-ce qu'on a bien toutes les compétences qu'il faut et l'actualisation des compétences qu'il faut ? Mais jusqu'à des choses très matérielles. Est-ce qu'on a la charge d'équiper, de gérer les moyens de communication de crise de nos ambassades et de nos consulats. Tout ce qui est Iridium, communication satellitaire, Starlink, etc., installation des antennes, bref. Est-ce qu'on est bien, là aussi, voilé comme il faut ? Est-ce qu'on a bien les instruments aujourd'hui d'intelligence artificielle pour booster nos moyens d'analyse, de détection des signaux faibles, etc. On en utilise déjà. On est en train d'en tester de nouveaux. Qui sont très performants, mais c'est un sujet qu'on traite déjà, mais qui est devant nous, parce que je pense qu'on en est encore au tout début et qu'il y a une puissance d'analyse en source ouverte, en plus couplée à des sources fermées, qui pourrait faire quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, ça fait partie des sujets qui sont devant nous. Je ne vais pas être trop long, il y en a beaucoup d'autres. Ça nous donnera l'occasion de revenir vous rencontrer avec grand plaisir. On arrive malheureusement à la fin de notre échange absolument passionnant, mais c'est une mauvaise nouvelle. Le centre de crise est de plus en plus sollicité. Peut-être que pour vous faciliter justement cette tâche, savoir où sont les Français quand ils se déplacent à l'étranger peut être une grande utilité pour vous. Est-ce qu'il y a 2 conseils, un pour les expatriés et puis un pour ceux qui de France se déplacent à l'étranger, à leur partager? Oui. C'est en effet un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel en régime de croisière, parce que c'est toujours intéressant de connaître la sociologie, l'organisation, la localisation de nos ressortissants, soit qu'ils résident, soit qu'ils passent comme touristes, comme voyageurs dans un pays qu'on considérait. C'est quelque chose de difficile, parce que lorsqu'on regarde nos registres consulaires, sur lesquels sont inscrits, s'ils le souhaitent, nos ressortissants résidents, on s'aperçoit qu'ils sont toujours très en deçà de la réalité. On pratique souvent un ratio pour un inscrit, 2 dans la réalité. On parlait de Madagascar, on va parler de Madagascar. On a 15 000 inscrits, 5 000 personnes sous protection, parce qu'il se trouve qu'il y a des ressortissants européens qui sont placés sous notre protection en l'absence de représentation de leur pays sur place à Madagascar. Mais on estime qu'il y en a 35 000 en fait. Pas 20 000, 35 000. De la même manière, les inscrits au fil d'Ariane ont varié entre 1400 et 1700. On sait qu'il y en a beaucoup plus. On le sait parce que c'est une pratique courante chez les Français de ne pas s'inscrire. Mais on le sait aussi parce que c'est une grande destination touristique et donc on a du mal à croire qu'il y a 1500 Français seulement présents aujourd'hui à Madagascar. Bref, donc mon premier conseil que je donne toujours aux ressortissants français, c'est inscrivez-vous sur les listes consulaires auprès de nos consulats généraux et de nos ambassades. Ça ne vous engage à rien d'autre qu'à pouvoir être prévenu s'il se passe quelque chose dans le pays où vous habitez. C'est gratuit, c'est facile, ça n'emporte aucune autre inscription sur aucun autre fichier de nature fiscale, sécuritaire. Absolument pas. Nous sommes dans l'interdiction de le faire. Nous sommes liés notamment par les règles de la CNIL, de protection des données personnelles. Donc vraiment, il n'y a absolument aucun inconvénient et que des avantages à s'inscrire sur le registre consulaire. J'ajoute que ça peut être lié aussi à l'établissement de la liste pour voter et que donc dans une démarche citoyenne, en même temps qu'on s'inscrit sur la liste pour voter aux élections,
on peut s'inscrire sur la liste consulaire et ça permettra parfois de se sauver la vie et de sauver la vie de ses proches. Ça, c'est le conseil que je peux donner à nos communautés qui résident à l'étranger, à nos ressortissants qui voyagent. Un conseil, parce que de même qu'on a des registres consulaires, on a quelque chose, un instrument merveilleux qui s'appelle le fil d'Ariane, qui permet, et c'est très facile, là aussi vous allez en ligne, vous tapez fil d'Ariane, en quelques clics on va vous demander votre nom, votre prénom, l'adresse où vous allez résider dans le pays dans lequel vous allez voyager, un numéro de téléphone portable auquel vous pouvez être joint, et la seule chose qu'on va faire avec ces informations, c'est s'il se passe quoi que ce soit, vous recevrez un message sur votre portable qui vous dit « Attention, il y a eu une éruption volcanique. Attention, là, on a des alertes météo très importantes. Attention, il y a un risque de tsunami parce qu'il y a eu un séisme de telle ampleur, etc. » Et là aussi, encore une fois, l'inconvénient, il est nul. Vous ne serez pas spammé. Vous ne recevrez aucune espèce de pub désagréable. La seule chose que vous allez recevoir, c'est le message qui va vous informer en temps réel et qui peut vous sauver la vie. Et vous m'avez demandé 2 conseils, je vais vous en donner 3. Le 3e conseil, je m'arrête là, c'est aller sur les fiches conseils aux voyageurs. Allez-y avant de partir pour vérifier s'il y a des conseils particuliers qui vous sont donnés en matière de vaccination, des adresses utiles que vous pourrez trouver, l'ambassade, le consulat ou toute autre adresse utile. Vous y trouverez des cartes aussi. Il y a très peu de pays au monde qui disposent d'un site et de cartes aussi sophistiquées et à jour que celle du site Conseil aux voyageurs. Et donc, mon seul allez sur le site Conseil aux voyageurs. Vous y apprendrez plein de choses, en plus, sur le pays où vous allez vous trouver. C'est tout à fait complémentaire de guides touristiques. Et c'est un instrument qui est d'ores et déjà très apprécié. C'est 22 millions de vues par an. Très utilisé par nos entreprises quand elles expatrient des gens, les tour opérateurs quand ils montent des programmes touristiques à l'étranger, bien sûr les particuliers qui y vont de plus en plus. On en est ravis. C'est un truc très sérieux, labellisé ISO 9001. Et donc moi, mon seul conseil, c'est ça. Les registres consulaires, les fiches conseils aux voyageurs, le site conseil aux voyageurs et le fil d'Ariane. On mettra toutes ces informations sur notre site et sur le podcast qui accompagnera. Et je dirais même que les expatriés, lorsqu'ils se déplacent d'un pays à l'autre, ils peuvent aussi s'inscrire sur le fil d'Ariane et parfois on a tendance à l'oublier. Oui, bien sûr. Et ils peuvent aussi consulter les fiches conseils aux voyageurs, y compris du pays dans lequel ils résident, parce que là aussi, peut-être, j'espère, ils apprendront des choses. Philippe Lalliot, on a été complet, je pense. Là. Complet, je ne sais pas, mais c'est une invitation à revenir, en fait. Eh bien, écoutez, invitation reçue. Merci. À très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous. C'était lesfrançais.press.